Crapoule, crapoule! Elle gueulait avec son impossible accent. Crapoule! Et l'instant inévitable arrivait où son Victor, handicapé dans sa souplesse par sa jambe malade, ne se garait pas assez vite. Une pierre l'atteignait, le sang perlait. Alors avec tant et tant de délicatesse, beaucoup de douceur, un chagrin de bête marqué sur son visage, la veuve emportait dans ses bras son fils blessé. Ils mêlaient leurs larmes, la porte de leur cabane refermée, on les entendait gémir tous les deux et elle lui parlait doucement en italien. Les accents caressants de cette langue ajoutaient une touche plus triste à ses consolations. Contents de nous remontions la rue dans l'espoir d'attraper une dernière victime avant la nuit. Jean-Jean ne se montrait pas. L'approche de l'obscurité l'incitait à se cacher. Il savait de quoi nous étions capables le soir venu. Nous n'étions que des petites bêtes malfaisantes, museau au vent, flairant une proie. Les années se sont écoulées les unes derrière les autres. Autant de jours tarés, autant de sursauts enchanteurs, vite calmés. Les années depuis sont venues, bien en ordre, bien nombreuses, m'asséner quelques mauvais coups. Nous n'étions que des petites bêtes malfaisantes. Je me tourne vers la route parcourue vers les décombres. Les années sont passées les unes derrière les autres, m'ouvrant les portes monumentales du lupanar terrifiant de la vie. Schborn est parti, je reste seul. J'ai repris à mon compte la rage froide du petit Ledbaum d'il y a 15 ans. Vous n'êtes pas mort pour rien, Ledbaum, Schborn, les clairvoyants. Vos dépouilles sont en moi, lourdes et vivantes. Depuis si longtemps que vous m'avez quitté, je me suis essayé à traquer le monde, la vérité du monde. J'ai loué çà et là des chambres d'hôtel, quartiers riches qui s'endorment tôt, engrossés d'or, quartiers pauvres qui gueulent jusqu'à l'aube et donnent au trottoir leurs filles et leur sang. J'ai eu faim et froid, mais je peux dire que cela n'est pas l'important. L'important, c'est la gluante et collante solitude. Te souviens-tu, Schborn, de cette époque dangereuse où nos godasses buvaient toute l'eau des rues? Te souviens-tu que notre désir était de lire et de lire, ouvrir un de leurs livres, savoir, apprendre, comprendre, deviner, découvrir, dénicher la clé du monde? Ça nous tenaillait, la faim au boyau. Nous volions des livres dans les librairies. Nous attendions d'eux de fantastiques révélations. Et d'abord, le sens de la vie. Flot fantastique de souvenirs. La route sous moi coule, serpent lisse. Et si je m'arrête pour souffler, je me rends compte que rien n'est très clair. C'est mon mal que d'être trouble, équivoque, dissimulateur. L'alcool de Feld fait son travail dans mes veines. Il sape, il ronge. Il fait son boulot en bon ouvrier. Les poings de ma mère résonnent encore sourdement dans ma tête. Des céphalées étourdissantes me rappellent à l'ordre. Je ne peux dire que des mots. Je dis, c'était la zone, c'était l'enfer. Je dis que j'ai connu la faim, la tenace, la coriace, l'insurmontable. Celle qui mine la tête de vertige, qui arrache les jambes. Celle des matins glacés où plèbe, entre la plèbe, à 50 gueux, en nous battant, nous ramassions dans la rigole les primeurs avariés pour les bouffer. Au cœur des grandes villes, ici ou ailleurs, la saloperie. C'est partout la saloperie.
Je dis que j'ai su l'humiliation qu'on ressent à exercer les plus rebutants, les plus honteux métiers. Ceux qui abaissent, qui laissent une trace profonde chez un homme, marque au fer rouge de l'abattoir, indélébile. Le temps qui gomme tout ne gomme pas cela. Belle esclave moderne que j'étais. Et je n'étais pas le seul. Je vois toujours Pétrier, le bottier et Lopégas, l'espagnol, qui ont partagé avec moi ces jours sales. J'aurais renié mon nom pour un bout de pain. À certains moments, j'aurais vendu ma peau pour un bol de soupe. La faim, il faut en parler. Ça a son importance dans une psychologie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Quand on a interminablement faim, que la faim exaspérante s'accroche à vous, ça vous conduit à tout accepter de tout le monde. Qu'on ne vienne pas me dire que la faim incite à la révolte, ce n'est pas vrai. Ça vous ramollit, au contraire. On a le sourire obséquieux pendu à la bouche. Toute l'existence se centre d'un coup sur un repas complet. Ça tourne à l'obsession. On y perd dignité, honneur et orgueil. Rien de tel qu'une nuit passée à lambiner d'une rue à l'autre, à éviter les bourgs pour réformer sa vision de l'humanité. C'est certain, dans notre ghetto, nous vivions de peu. Nous ne mangions pas tous les jours, c'est certain. Par contre, on ne se privait pas de boire. La boisson, c'est l'hostie du pauvre, du réveil au coucher. Feld et Feltin servaient le liquide à tour de bras. Ça coulait de rue. Leurs baraques ne désemplissaient pas. Les hommes succédaient aux femmes, les femmes aux hommes. Si quelqu'un vous entreprenait à la discussion, entre le court espace des visages flottait la mer relente du torboyau. Mieux valait respirer de côté. Les familles avaient des tas de ressources. Le rempaillage des chaises, la réparation des porcelaines, la tonte des chiens, les chats à châtrer, les cartes à tirer, les lignes de la main à dire, le marc de café à interroger et les matrices pleines à évacuer. C'était du rapport régulier ou presque. Pour ma part, je sais tout faire de ces bricolages, sauf les avortements. Tout cela néanmoins ne rapportait pas de quoi boire à plus soif. Bien souvent, ma mère avortait à l'œil. Une fois le travail mené à bien, on refusait de la payer, on menaçait de la dénoncer. Elle avait trop la frousse du gendarme pour songer une minute que le scandale eût aussi bien rejailli sur les dénonciateurs. Le fait est qu'elle travaillait quelquefois pour rien. Feld et Feltin, les deux bistrots, étaient organisés. Ils étaient peut-être même les seuls à l'être. Derrière leur comptoir, ils avaient installé un grand tableau noir où s'inscrivaient au fur et à mesure les dettes de la clientèle. Ils faisaient crédit jusqu'à concurrence d'une somme délimitée. La somme atteinte et parfois dépassée, ils ne servaient plus. Cela n'allait pas sans contestation, sans âpre discussion, sans menaces et sans cris, fallait voir. Mais les deux débitants se soutenaient et restaient inflexibles. Pour vexer Feld, on disposait de grosses et méchantes allusions concernant sa mère. Ça s'envenimait peu à peu. Les injures reprenaient du poids de seconde en seconde. Lorsque sa mesure était pleine, Feld prenait le client aux épaules et le flanquait dans la rue. Instantanément, le type évincé entrait chez Feltin. Il n'y avait que la rue à traverser. Il saluait le patron. « Salut Feltin !»« Salut !» Et la farce commençait, en beauté, vraiment, en beauté, de l'imagination délirante. Le type se lançait dans un long laïus contre ce cochon de fils de veau de Feld qui baisait sa mère, cette minable créature de Dieu que véritablement c'en était une honte. Qu'on devrait bien les coffrer tous les deux. Feltin était indicateur, je l'ai dit. Qu'il n'emmerderait enfin plus la zone. Qu'on savait depuis toujours toutes les vieilles histoires de Feld, sans compter tout ce qu'on pouvait ignorer. Que c'était même une abomination que de le laisser en liberté, une telle fumante vermine,
qu'il n'aimait que le profit, n'avait pas d'amitié, que s'il devenait nécessaire de le pendre un jour ou de le crever à coups de stache, on trouverait des bonnes volontés. Car, soit dit en passant, là, entre amis, Feld était, de toute certitude, la plus carne des enfants de garce. Et si, par exemple, à l'heure qu'il était, on allait trouver Feld et qu'on lui dise de déguerpir pour voir, hein? Est-ce qu'il broncherait? Ah merde, non! Il était bien trop dégonflé pour cela. Seulement personne ne tentait le coup. Personne n'avait l'audace. Et cependant, n'est-ce pas, si la zone accumulait les tuiles et n'émergeait pas de sa condition misérable, vous savez à coup sûr que Feld en était responsable. Feld, ce salaud maniaque, qui grossissait à plaisir les notes des clients, de ses meilleurs clients, comme je dirais moi, par exemple. Felletin écoutait en souriant. Il avait ce don du sourire cristallisé. Il n'approuvait ni ne désapprouvait. Appuyé des 2 coudes sur son comptoir de bois, il ne quittait pas des yeux le type qui eût volontiers profité d'un millième de seconde d'inattention pour rafler une bouteille. Le client s'égosillait pendant 1 heure et quelquefois plus. Il séchait sa salive en insultes, puis, comme il était venu pour ça, il demandait à boire. « Tiens, sacré vieux Felletin, serre-moi un bien tassé. » Felletin disait non. Non, dans son sourire de mannequin en cire pâle. Le type insistait. « Allez, juste le dernier. » « Non. »« Tu ne peux pas refuser. »« Si. »« Je suis un pote pour toi, oui ou merde. »« Juste un petit dernier. »« Non. »« Je te paierai, bon Dieu. Est-ce que je t'ai jamais fait perdre quelque chose, hein? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux le dire? » Non. Alors non. Le type savait, de longue expérience, que ça ne pouvait pas se terminer autrement. Il paraissait pourtant abasourdi, victime d'une flagrante injustice. Il allait au bout du rouleau, il variait ses intonations, il jouait sur le sentiment. « Allons, Felletin, vieux pote, serre-moi, quoi !» Il se greffait à cet instant une minute de silence. « Tu me sers, oui ou merde ?» Je t'ai dit non. Est-ce que tu serais aussi dégueulasse que Feld par hasard? Le silence. Ah, je vois. T'es ni plus ni moins qu'une charogne. Feld et toi, 2 charognes. Quand j'aurai du pognon, écoute-moi bien, quand j'aurai du pognon, je foutrai plus les pieds dans ta tôle, plus jamais. Rapace, crevard, boursouflé. Le reste de sa colère se passait dans la rue devant les autres qui rigolaient. Le magique de l'histoire est que ni Feld ni Felletin n'eurent jamais à se plaindre de dettes impayées. Les familles traquaient l'argent, la joie de l'alcool surpassant les joies de la boustifaille. Même le père Chapuisat mourut subitement sans rien devoir. Ça tenait du miracle, ou presque. Le père Chapuisat, le grand tuberculeux aux poumons troués, les épaules rentrées, voûtées, la démarche traînante, la voix cassée d'une maigreur affolante, était sans conteste, avec mon père, le buveur le plus réputé du village. Ils absorbaient à eux 2 quantité de liquide, et cela à longueur de semaine. Ils étaient d'ailleurs les seuls à boire sans répit. Ledernhardt ne s'octroyait qu'une saoulerie hebdomadaire, le dimanche. Schelban buvait le mardi, c'était son jour. De bon matin, il s'amenait chez Feld et se faisait servir le contenu d'une bouteille dans 3 verres à bière et les vidait cul sec. Il renouvelait la cérémonie chez Felletin et s'en allait se coucher pour dormir 24 heures d'affilée. Le père Meunier, comme la plupart des habitants de la zone, se noircissait le dimanche. Mon père et le tuberculeux se rencontraient au saut du lit devant un godet bien tassé et se gorgeaient d'alcool. Entre 2 verres, Chapuisat crachait le sang. Une pension mensuelle que l'État lui servait lui permettait de hâter sa mort. Il en profitait au-delà de toute espérance, étant à peu près le seul du coin à jouir d'un crédit pratiquement illimité chez les 2 tenanciers. La régularité de ses mensualités rassurait. Et lorsqu'il se trouvait être sans le sou, il nous désertait.
L'hôpital lui ouvrait ses portes 9 jours par mois. Les 9 derniers jours, s'entend. Chaque fois, il nous revenait un peu amélioré. Il perdait là-bas son teint cadavérique et reprenait du poids. C'était bien la brousse, le no man's land de la raison, la jungle où la seule chose à faire lui était de nous laisser barboter dans notre purin ou de nous tuer tous.